Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Les ultra-trails et les Ironman sont-ils devenus has-been, trop lambda, trop encadrés, loin des grosses organisations? De plus en plus d'athlètes se lancent dans des aventures de l'extrême, dans la nature sauvage et hostile, des courses de 700 km dans le froid polaire, des traversées de l'Atlantique en pleine tempête, des expéditions dans la jungle, des swimruns dans l'eau glacée, sans dormir pendant 3 jours. L'aventure est-elle devenue l'objectif ultime? Faut-il aller toujours plus loin pour se sentir vivant? Que cherchent ces sportifs de l'extrême? Où est la limite? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Safe Pace, c'est parti. Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à notre partenaire UpTrack. UpTrack, c'est la plateforme de streaming dédiée au sport et à l'aventure avec plus de 300 films, documentaires et séries en illimité autour du trail, de l'alpinisme ou encore du vélo. Si vous voulez vivre des aventures humaines et sportives incroyables et retrouver des films exclusifs sur Kilian Jornet, Ludovic Pommeret et plein d'autres athlètes inspirants, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à UpTrack. Et on retrouve notre équipe d'experts de Safe Pace, Charlotte Morel, Fred Belaubre, Hugo Tormento. Ça va les amis? Très bien et toi? Envie d'aventure? Envie d'aventure à fond. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Nos deux invités pour en parler, d'abord un habitué de Safe Pace, Mathieu Blanchard. Bienvenue Mathieu. Merci pour l'accueil, une deuxième fois. La dernière fois c'était à Annecy, à la veille d'un trail. Là c'est pour d'autres histoires j'imagine. Exactement, on va finir par te faire une carte de fidélité. Alors je te présente quand même pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, même s'il n'y en a pas beaucoup. L'un des meilleurs ultra-trailers du monde aujourd'hui, on peut le dire. Vainqueur récemment de la Diagonale des Fous. On va pas faire tout ton palmarès parce que ça nous prendrait 2 heures. Et aujourd'hui tu viens surtout nous parler des aventures extrêmes dans lesquelles tu te lances de plus en plus, et notamment de cette folie, la traversée de l'Atlantique sur un bateau de course avec notre deuxième invité, le deuxième fou du jour. Ça va Conrad ? Très bien, Ouais. Je suis ravi de mettre mon premier tampon sur la carte. Écoute, bienvenue dans Safe Pace, bienvenue dans la famille. Merci. Conrad Coleman, j'ai bien prononcé, ça va. Tu es marin d'origine néo-zélandaise et américaine. C'est bien ça. Tu as réalisé 2 fois le Vendée Globe, le Tour du Monde en solitaire et de nombreuses autres courses. Et il y a quelques mois, tu as embarqué Mathieu avec toi pour une traversée de l'Atlantique pour la Transat Jacques Vabre. C'était la première traversée évidemment de Mathieu. On va parler de vos galères parce que ça a été très compliqué, on peut le dire. Il y a eu pas mal de rebondissements. Et il y a un documentaire sur votre aventure qui vient de sortir sur la plateforme UpTrack. Ça s'appelle Convergence. Ça raconte votre traversée. Et franchement, je vous le conseille parce que on n'a pas envie d'être à votre place, mais ça fait du bien de passer des moments avec vous depuis notre canapé. J'en profite pour remercier notre partenaire, l'hôtel Blumhouse Hotel & Spa, qui reçoit nos invités à Paris dans les meilleures conditions. Alors, on va revenir sur vos exploits, sur le binôme que vous avez formé et sur les enseignements personnels que vous tirez de cette expérience. Mais d'abord, une première question. Comment ça va physiquement aujourd'hui, Mathieu ? Écoute, ça va très bien. Les périodes hivernales pour nous, ultra-trailers, en général, c'est les périodes où on s'éloigne un tout petit peu des sentiers et des méga entraînements intenses, où on saute un petit peu sur les skis. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je passe beaucoup de temps sur les skis. Alors moi, j'ai la particularité de plutôt monter les pistes que les descendre. Et puis, même, je pousse le vice encore plus loin à prendre les œufs en redescendant, parce que des fois, je monte lesté et j'ai peur pour mes genoux en redescendant. Donc c'est vrai que ceux qui sont sur les télésièges, qui me voient monter et redescendre avec le télésiège, ils comprennent rien du tout à ce que je fais. D'accord, donc là où les gens, la plupart, trouvent leur plaisir, c'est-à-dire de descendre, toi, tu zappes ça, quoi. Exactement. Conrad, comment ça va physiquement ? Très bien. Et moi, je suis ravi de dire que je fais les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que tu prends les 2 en montant et tu descends comme tout le monde, quoi. Si j'avais les chances. Mais je suis donc basé à Lorient maintenant. Et du coup, j'ai le profit de retrouver le monde marin. Et du coup, c'est pas la période où on peut naviguer avec nos bateaux parce qu'on est en chantier. Donc, je suis plutôt dans la salle de sport en train de faire les deadlifts. Et quand je m'échappe, c'est en vélo ou sinon en kayak pour surfer les vagues. Donc, ça marche bien. Parce que je posais la question quand même à la base, Mathieu, parce que t'es pas sorti indemne de cette traversée de l'Atlantique. Écoute Hugo, c'est passé il y a 2 mois et demi déjà et j'ai encore mal à l'arrière de mon dos. Je me suis pété une côte durant la traversée et 2 mois après j'ai encore mal. Donc ouais, je suis pas sorti indemne de cette traversée. Comment tu t'es pété une côte ?
Eh ben écoute, Conrad, pendant que je dormais, suis il a pas voulu responsable, me il a voulu me réveiller, il a tourné la barre un peu fort, le bateau il s'est retourné, j'ai volé en l'air et je me suis éclaté sur un bord. Non, C'était une petite blague, pas quoi. La réalité est pas loin. Donc, non, c'est pas, le bateau c'est vraiment couché, mais pour le coup c'est pas Conrad qui a barré, c'est plutôt un grain, donc c'est un gros nuage avec des vents instables qui a frappé le bateau. Le bateau s'est effectivement couché, puis moi j'ai un petit peu volé de la banette, le lieu où on dort. T'étais vraiment en train de dormir? Ouais, j'étais en train de dormir et j'ai volé, je me suis éclaté de l'autre côté du bateau, sur un coin un petit peu pointu et je me suis pété la côte De comme ce ça. que j'ai compris, normalement, tu devais être attaché, mais tu avais peut-être pas. Non, en fait, on a un petit, petit filet on a un petit Ah, la filet- balance. Hein Vous non, voyez mais. quand il commence? Non, Parce que j'ai compris, t'as pas respecté toutes les Non, mais règles de parce qu'on peut, sécurité. on peut se dire, on peut se demander comment ça se fait que. Je m'attachais pour aller aux toilettes quand même, je faisais attention, je respectais les règles. Ouais. Non, là, c'est une banette, il y a un petit filet qui nous retient, je l'avais mal bloqué, il s'est ouvert et bon, j'ai volé dans le bateau, ça arrive, c'est un accident. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans la voile? Qu'est-ce qui m'a pris? La fascination pour cet univers. Il faut savoir que le Vendée Globe auquel a participé Conrad et qu'il a terminé 2 fois, c'est l'épreuve d'ultra-endurance ultime parce que c'est la plus longue au monde. Il n'y a Ouais. aucune autre épreuve qui dure 2 mois, 3 mois comme ça. C'est quoi le record, Conrad, sur le Vendée Globe? c'est 67 jours. Ouais. Et donc ça, c'est le plus rapide. Et donc, ça va bien au-delà. Tout seul sur le bateau. Hein. Tout seul sur le bateau. Et du coup, pour mettre ça en perspective, peut-être pour les auditeurs plus habitués avec les sports à terre, l'équivalent qui se trouve à terre, c'est le Tour du monde en vélo, avec que Lyle Wilcox, l'américaine, va se lancer cette année pour essayer de battre le record absolu. Et du coup, sur son parcours, typiquement, c'est 30 000 km et Ouais. nous, c'est 45 000. Et D'accord. du coup, parmi tous les sports confondus, nous, on est les plus longs. Tu peux pas faire plus. On peut pas faire plus. Ok. Et du coup, c'est ça qui m'a attiré vers ce sport. Qui est allé vers qui en premier? C'est toi, Conrad, qui as contacté Mathieu ou c'est l'inverse? Alors C'est pour la passé petite comment? histoire, j'étais au départ du Vendée Globe, le dernier Vendée Globe l'année dernière, Ok. au Sable d'Olonne. J'ai vu tous ces marins partir dans le chenal, dont Conrad, c'était magnifique. Et il s'avère qu'après qu'il soit parti, on a fait une petite soirée arrosée. Et puis voilà, entre 2 conversations, j'ai dit que moi, un jour, je rêverais moi aussi de faire une telle course ou une telle traversée. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y avait une équipe de communication qui travaillait avec Conrad, qui lui a envoyé un petit message. Il était en plein Vendée Globe, il avait autre chose à foutre. Mais est-ce que ça te dirait de prendre un petit mousse sur ton bateau dans quelques mois pour une autre course? Il a dit pourquoi pas. On s'est fait une visio. Il était en plein Vendée Globe. Moi, j'étais à la Incroyable. montagne. Et on s'est présenté comme ça et on s'est dit pourquoi pas. Oui, parce que c'est peut-être le sport d'ultra-endurance le plus, avec les plus longues distances au monde, mais c'est aussi le seul sport d'ultra-endurance où tu peux faire des visios pendant que tu fais ta course. C'est vrai. Ça reste un sport mécanique et du coup, on est entouré par la haute technologie et notamment avec les connexions satellites assez haut débit maintenant qui nous permettent de communiquer, de raconter Ouais. nos histoires, de télécharger les météos, de faire notre stratégie et surtout parler avec Mathieu Blanchard. Alors attention, c'est très nouveau. Ouais. C'est très Ouais. nouveau. Il n'y a que depuis le dernier Vendée Globe que les technologies de communication par satellite permettent de faire ça, mais les éditions d'avant, c'était impossible. Conrad, c'était quoi ton a priori sur Mathieu avant de le rencontrer? Mon agence de communication m'a présenté plusieurs personnages et je tombais sur Mathieu et je dis je trouvais quelqu'un enfin ainsi barjot que moi et du coup la sélection a été vite faite. C'est ça, c'est le titre de Barjot qui t'a valu la sélection Exactement. sur le bateau. Alors on va retracer un peu votre traversée. Vous êtes parti du Havre le 26 octobre 2025 pour arriver à Fort-de-France en Martinique le 15 novembre. Donc ça fait 19 jours si je compte bien. Vous avez fini 17e dans la catégorie IMOCA et en tout vous avez parcouru plus de 4300 km à travers l'Atlantique. Ça part un peu mal votre voyage, hein, on peut le dire je pense, parce que il y a une météo qui est déchaînée dès le départ de la course et vous avez des gros problèmes techniques sur le bateau dès les premières heures, en fait les premiers jours, Conrad. Oui, même dès les premières minutes. Ah, carrément. Parce que malheureusement, il avait un défaut de préparation dans le bateau. Ah. Donc, j'avais déjà cité le fait que c'est un sport extrêmement mécanique. Et l'appareil sur lequel on appuie le plus, c'est le système de pilotage.
Parce que peut-être c'est mal compris, mais le bateau, il se barre quasiment tout seul en permanence. Et nous, on est beaucoup plus efficace de dépenser notre énergie dans la stratégie et aussi dans le réglage et le changement de voile que de rester collé à la barre en permanence avec un paquet de flotte dans la figure. Il y a un pilote automatique en fait. Donc on a pilote automatique. Malheureusement, on a 2 systèmes qui étaient chacun défaillants dans sa manière individuelle. Et du coup, les conditions ont été vraiment extrêmes. On est parti confronter la Manche, qui était tellement déchaînée que 3 bateaux se sont retrouvés totalement inversés, 100 km/h de vent. Ce qui est beaucoup. Qui est beaucoup. Donc, Tu vas pas là, normalement, les bateaux de voile, ils restent au port, ils vont pas dans la mer qui est à 100 km/h. Et du coup, le niveau de confiance à ce moment-là, Mathieu, là Déjà que naviguer dans une tempête, c'est assez extrême et c'est assez rare. C'est des conditions qui sont extrêmes et dans lesquelles ils se retrouvent pas souvent. Et en plus, avec des pilotes auto qui fonctionnent pas. Et moi, au niveau autonomie, pas terrible, je me suis dit que la nuit allait être très compliquée. Et elle l'a été. Et elle a été. Donc, pour avoir une idée de cette force de vent, il faut baisser la fenêtre sur l'autoroute et en mettre la tête à l'extérieur quand fait nos amis les chiens. Et du coup, il a tout qui bouge. Et du coup, c'est comme ça en Donc mer. la première nuit, c'était comme ça. La première nuit, c'était tête à l'extérieur de voiture sur l'autoroute. Non-stop. Et tu utilises les essuie-glaces et parce sur- qu'il y a attends, l'eau et qui arrive dans la Sur les tranchée. bosses. Et donc, du coup, les routes étaient mal entretenues parce qu'on avait les bosses de 4 mètres. Et du coup, et nous, aussi, il pleuvait sur l'autoroute, il beaucoup, pleuvait très fort. aussi. Comment t'as vécu ça, Mathieu? Parce que bon, tu pars pour une première fois traversée de l'Atlantique. Déjà, première fois sur le papier, c'est quand même un sacré truc. Non seulement il y a une tempête, mais en plus le bateau il marche pas. Tu te dis pas, mais qu'est-ce que je fous là? Non, c'est très compliqué. Et puis pour tout avouer, au bout de 3 heures, je me suis déjà dit pour la première fois que c'était fini, qu'on n'allait pas aller au bout, qu'on allait devoir retourner au port et qu'on allait devoir arrêter aussitôt. Il faut savoir que une tempête comme ça, c'est vraiment traumatisant. Ça fait peur. Hein. Il y a des creux de 4 mètres. En plus, la Manche, il y a des contre-courants, les vagues qui se forment dans tous les sens. On Le voit trafic. rien. Ouais. Il y a énormément de trafic, des cargos, des pêcheurs. Et donc t'étais comment? T'étais terrifié ou... J'étais un petit peu terrifié, mais j'étais un petit peu malade aussi, mais en même temps en mode survie. Et quand on est en mode survie, on est obligé d'aider, d'être là, d'être présent, parce qu'on avait des éléments qui se cassaient sur le bateau. Conrad devait aller à l'avant, les décrocher. Moi, en même temps, je devais l'assurer. Enfin, c'était vraiment difficile. Parce que toi, t'es habitué aux aventures extrêmes, on va en reparler. T'es habitué aux ultra-trails qui durent très longtemps, aux courses très difficiles. Est-ce que t'avais déjà vécu un moment aussi effrayant, aussi dur physiquement? Oui, j'ai déjà vécu des moments effrayants en montagne. Quand tu prends un orage sur un col, ça peut être extrêmement effrayant. Mais là, en fait, c'est surtout qu'on n'est pas habitué à cet environnement. C'est un sol qui bouge, tout est en 3 dimensions, c'est multi-événements, il fait nuit, et puis tu as aussi cette nausée permanente là, qui t'enlève toutes tes forces. Ouais, parce que t'as été malade pendant plusieurs jours. Alors, j'étais malade dans les tempêtes, en fait. C'est vraiment des moments où tu n'as plus de repères visuels, il y a tout qui bouge, et c'est vrai que ça peut durer 24 heures, 48 heures, où c'est difficile. Parce qu'il faut juste préciser quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Le bateau de course, donc l'IMOCA, sur lequel vous étiez, on n'est pas sur un bateau de croisière en termes de confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilette, c'est ça? Pas de toilette. Donc Pas pour de faire douche, ses besoins, c'est... Et rien qui est mou, tout est dur en fait. Il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien de. Il y a tout, c'est que du carbone. Donc c'est un bateau qui est taillé pour la course. Vous dormez à même le carbone? Alors on a une petite. C'est le seul truc à peu près confortable, une petite matelas avec des petites billes dedans de polystyrène. Mais bon, ça permet de se poser un peu dessus, mais c'est pas le gros canapé de la maison quoi. Et pour faire ses besoins, pardon d'être indiscret, mais comment on fait s'il n'y a pas de toilette? On pose le fesse à l'extérieur. Donc, on poste notre petit cul entre les lignes de vie. Ok. On fait nos besoins et ensuite on rentre au chaud au plus vite. En étant attaché. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas être éjecté à ce moment de faiblesse. Mais ça, tu le savais, Mathieu? Tu le savais, Mathieu, avant de t'embarquer Oui, là-dedans? on m'en avait un petit peu parlé de cette contrainte technique. Après, moi, je suis quelqu'un qui pratique le trail et on a l'habitude aussi de ne pas avoir de toilette en forêt. Donc, j'avais un petit peu l'habitude de me balconner comme ça au-dessus d'un rocher. Mais surtout, tu es connu dans le milieu du trail pour arriver à uriner en courant. Ah oui, ça c'est une très bonne qualité. Il y a beaucoup de coureurs qui sont capables de le faire, c'est de continuer à courir, tout en faisant, tout en se pissant urinant, dessus, quoi. Et non, tu peux ne pas te pisser dessus. Il faut être assez précis.
faut travailler le geste technique, mais ça peut faire gagner des précieuses secondes. On referme la parenthèse sur les besoins. Donc vous faites réparer le bateau au port, vous repartez et la rebelote, nouvelle tempête. On va regarder un extrait de cette nouvelle tempête et de ton calvaire, Mathieu. C'est un extrait du documentaire Convergence qui revient sur votre traversée et qui est disponible, je le rappelle, sur UpTrack. C'est que j'étais à mariner et là j'ai vraiment pris cher. C'est dur. J'ai explosé. J'ai été projeté dans le filet qui me retient et le filet a lâché. Et je suis venu me cracher sur un coin du bateau de l'autre côté. Donc là, on voit que tu souffres. Hein. Ouais, c'était pas le moment le plus facile de la traversée, on va dire, c'est clair. Tu venais de te faire Exactement, mal aux je côtes, c'est ça venais de tomber du lit et de me péter la côte. Et puis le bateau était couché, Conrad derrière qui criait de venir l'aider. J'étais cassé, donc c'était un trop-plein à ce moment-là. Il y a eu des moments de tension entre vous? Franchement, non. Non? Globalement, non, étonnamment, parce que moi, on m'avait raconté beaucoup d'histoires de Sur duos Conrad qui se mettaient sur la gueule pendant les courses et qui n'ont pas fini la course à cause de ça, qui ont dû s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de proximité. Ouais. Et je pense aussi que d'avoir un rôle de gros leader, expert et d'un total amateur comme moi peut aider aussi, parce que moi, je vais à aucun moment le challenger sur ce ses qu'il faut choix faire. techniques, sur ce qu'il faut faire, et donc il ne peut pas y avoir d'embrouille. Ça te fait quoi de revoir les images aujourd'hui là? Ouais, ben, ça me rappelle que c'était pas la croisière s'amuse, que c'était pas une traversée de l'Atlantique comme ça, juste pour le fun, pour prendre du plaisir. C'était un vrai défi sportif, un vrai défi d'ultra-endurance, et c'était très difficile. Conrad, dans les moments difficiles comme ça, d'avoir quelqu'un comme Mathieu qui n'est pas un professionnel de la voile, qui a très peu d'expérience, c'était pas compliqué à vivre pour toi? C'était très compliqué. Mais il faut accepter, il faut être pris dans le jeu. Jeu un peu dur par moment, mais le jeu quand même. Parce que je souffrais un peu pour lui et avec lui par moment, parce que j'en avais déjà passé par le moment où j'en ai déjà passé par la mal de mer, où on se sent pas bien et ensuite on veut mourir. Et ensuite, on est triste parce qu'on n'est pas encore mort. Et du coup, on est vraiment fâché parce que ça ne s'arrête pas. Et Ça donne vraiment envie en tout cas hein, quand on t'écoute. Ouais. Là, on a vraiment envie d'aller faire une traversée de l'Atlantique. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Il y a eu des moments où tu voulais mourir, Ouais. Mathieu? Ouais. Non, bah, c'est vrai qu'un mal de mer extrême, c'est quelque chose qu'on vit jamais, parce qu'on a des petits mal de mer comme ça en voiture dans les virages, mais un vrai mal de mer, c'est dur parce que tu perds toutes tes forces au point de devoir se coucher par terre, on peut plus se tenir debout, on peut plus se nourrir, on peut plus boire parce que tout ressort, et même psychologiquement, il y a des pensées qui arrivent ultra négatives, et c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Ouais, je confirme. Alors, il y a évidemment eu des moments très difficiles. Il y a aussi eu des très beaux moments. On le voit dans le film, hein, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir sur UpTrack. On vous voit avec des dauphins, des oiseaux. C'est quoi la plus belle image que tu gardes en tête de cette traversée, Mathieu ? Ça va être difficile à choisir, il y en a énormément, mais je repense par exemple à ce moment de calme plat, l'inverse de la tempête. Alors lui, il déteste, parce que quand il voit... On prend du retard. On prend du retard et on n'avance pas, et ça c'est vraiment une situation qui est horrible pour un marin compétiteur, mais pour moi ça m'a fait du bien après la tempête de pouvoir récupérer un petit peu. Et à ce moment-là, il m'a hissé en haut du mât au moment d'un coucher de soleil. Et c'était un moment vraiment magique d'être au milieu de l'Atlantique, en haut du mât, devant un coucher de soleil. Ça m'a vraiment marqué. Il y a eu ces moments avec les dauphins qui sont venus nous rendre visite. Il y a un petit oiseau qui est venu se poser aussi sur le bateau, parce que parfois il y a des oiseaux qui traversent l'océan, mais ils n'ont plus de force et ils viennent se poser sur le bateau pour se reposer, et ils s'envolent même plus, quoi. Donc c'était venu notre pote. Incroyable. Et ça faisait du bien d'avoir une nouvelle compagnie. Et enfin, mon dernier souvenir, c'est la première fois qu'on revoit la Terre pour la première fois. Au bout de 19 jours. De fou. Ouais. Quand tu revois la Terre, tu te dis quoi? Plus jamais? Non, parce que en fait, c'est assez fou tous ces défis. Hein. Vous devez le savoir aussi. Quand tu arrives sur une ligne d'arrivée, tu te dis plus jamais dans la première seconde. Au bout de 2 secondes, tu commences à réfléchir. Au bout de 5 minutes, tu t'es inscrit sur une nouvelle course. Donc voilà, le plus dur, en fait, la voile, c'est très météo dépendant. Ouais. Ça aurait pu très bien se passer si on ne s'était pas pris 50 nœuds de vent dans la Manche, et si on ne s'était pas pris 50 nœuds de vent 3 jours après. Voilà, on a pris des tempêtes, donc ça a été très dur.
Voilà, donc ça, je comprends que c'est dépendant de la météo et je pourrais très bien un jour refaire une expérience de ce type en ayant moins de problèmes. Donc voilà, ça reste un sport, c'est difficile et il ne faut pas l'oublier. Mathieu, si tu devais mettre une note sur 5, tu sais, comme sur Google ou sur TripAdvisor, à ta traversée de l'Atlantique avec Conrad, tu mettrais combien d'étoiles? J'ai peur. J'y mettrais, je pense qu'on va mettre un 4 sur 5. Ça va, le client est pas difficile. Non, parce qu'en fait, le premier jour, il m'a dit qu'il était très fan de café. Il m'a servi un café et après, il m'a plus jamais servi de café de toute la traversée. C'est moi qui lui ai servi le café. Donc, le bar était très bien, mais le serveur, pas terrible. Conrad, une note sur 5 à ton apprenti marin? Il était solide quand il fallait, mais tout en restant humain. Donc oui, bon, 4 sur 5, vu la potentiel et vu surtout le profondeur de notre entraînement. Oui, parce que vous n'étiez pas entraîné énormément. On n'avait pas quoi. beaucoup s'entraîner. Ouais. Déjà, c'est dur. Je parlais souvent de le film Le Matrix, où je voulais plugger le câble derrière le nuque et du coup télécharger le module course au large. Malheureusement, ça a été difficile. Pourtant, je cherchais pour plugger, mais non, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il avait mal aux côtes finalement. C'est pour ça, en fait. Tu lui as dit que c'était J'ai le tout bateau qui essayé. s'était renversé, mais c'était juste que tu essayais de lui brancher un truc pendant qu'il dormait. Bon, en tout cas, il y avait initialement cette aventure, cette traversée de l'Atlantique devait se prolonger en Martinique. C'était l'idée de votre projet à la base par un trail, la Transmartinique, c'est Exactement. ça, Mathieu? Ouais. Donc toi, Mathieu, tu devais faire la traversée de l'Atlantique en tant que novice, et toi, Conrad, tu devais faire ensuite le trail en Martinique. Ça n'a pas pu se faire finalement la partie trail parce que vous étiez trop abîmés, en gros. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de voile, mais c'était avant tout un projet de partage aussi, parce que je pense qu'on est raccord là-dessus avec Conrad, d'aller rencontrer d'autres athlètes, d'autres univers. C'est aussi une manière de partager ce qu'on peut vivre dans nos sports, d'un point de vue mental, physique. Donc la suite du projet, c'était de l'amener moi aussi dans mon univers. Malheureusement, il s'est passé plein de choses qui ont fait que ni lui ni moi avons pu prendre le départ. Voilà, Conrad, il l'a dit, il a eu une problématique au genou sur son dernier Vendée Globe qui a fait que ça a été compliqué pour faire des volumes conséquents pour le trail. Et puis moi, j'ai dit je vais quand même faire la course malgré le fait que tu peux pas. Et je suis tombé malade à quelques jours de la course. Peut-être aussi un reflet de la fatigue que j'ai accumulée durant cette traversée. Mon système immunitaire était à plat complet et le projet a fini comme ça. Mais voilà, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble en courant. On n'a pas passé 3 semaines non plus, mais assez pour lui montrer un petit peu mon univers, lui parler un petit peu aussi de ma philosophie de l'entraînement, de ce qu'est le trail. Et c'était avant tout ce partage qu'on voulait faire plus que faire des courses en fait. C'était quand même une course, juste pour que nos auditeurs comprennent, de 134 km et 5000 de dénivelé positif. Donc évidemment, prendre le départ d'une course comme ça en étant vraiment très faible, malade et avec une côte pétée, c'est quand même Surtout que les kilomètres comptent le double là-bas, avec la quantité de boue et la chaleur. Bon, c'est par partie remise. Mais du coup, j'aurais une question moi juste par rapport à ça, parce que dans tant de jours en mer, à ne pas pouvoir déplacer, parce que c'est un tout petit espace, est-ce que musculairement tu fonds pas trop et est-ce que tu es capable de le faire à l'arrivée? Malheureusement, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais est-ce que tu estimes que tu aurais été capable de faire cette course? C'est vrai que c'est une très bonne question que tu poses là et merci de la poser parce qu'on avait appris dans le dernier Vendée Globe qu'il y avait quand même une dégradation physique assez importante pour les marins. Ils avaient fait des tests et j'étais curieux de voir à quel point on se dégrade parce que je suis très connecté avec mon corps et je sais tout de suite les sensations, si elles sont bonnes ou pas quand je vais m'entraîner. Et j'étais curieux de voir à quel point on se dégrade sur un bateau quand on reprend. C'est vrai qu'au niveau des jambes, les deux premières sorties ont été assez difficiles, mais très vite, c'est revenu. Donc ça m'ouvre aussi à ce projet qui est potentiellement un jour, une saison, d'éventuellement aller faire des courses en bateau. Alors, pas forcément une transatlantique, mais aller sur des îles plus proches comme les Canaries, le Cap-Vert, Madère. Pourquoi pas, c'est 2-3 jours de traversée et ça peut être aussi une éventualité pour prendre un peu moins l'avion et avoir un contexte d'aventure un peu plus global que pas juste le dossard de course de trail. Mais pour mettre ça en contexte par rapport à mon expérience avec le Vendée Globe, ma dernière Vendée Globe, j'ai perdu 10 cm autour de cuisse. J'ai perdu 2 kilos avec un grand changement de masse musculaire, évidemment avec le transfert de bas vers le haut. Dans ma première Vendée Globe, j'ai raté mon plan nutrition et du coup, j'étais vraiment littéralement affamé à l'arrivée et j'avais perdu 10 kilos pendant le Tour du Monde.
Vous rétrécissez en taille aussi, non? Oui, aussi. Oui, ça a été Comment mesuré c'est possible pendant la dernière Vendée. Et du coup, j'ai perdu 1 centimètre en taille. C'est-à-dire? Mais comment Parce ça? que j'ai entassé les chocs en permanence. Avec Et les du coup, vagues, le avec bateau les qui tape vagues, sur le les vagues. bateau et le fait de rester debout et quasiment de ne pas s'allonger correctement, ou en tout cas pas pour faire la nuit correcte. Et du coup, en dormant allongé, normalement, notre colonne vertébrale va s'allonger et du coup, on va récupérer quelques millimètres qu'on perd quand on courant la journée. Mais le fait de rester debout en permanence et sur la plateforme qui bouge tout le temps, j'ai perdu un bon centimètre dans les 2 mois et demi de course. Toi, tu as Et du mesuré, coup, Mathieu, sur ta transatlantique? Non, j'ai pas mesuré ni avant ni après, mais effectivement, on le sent. Quand je me suis un peu poussé dans les montées en Martinique, ça répondait pas aussi bien que quelques C'est fou semaines quand même. avant. En 20 jours, ça plonge. Hein. Ouais, ça Depuis tout suffit. à l'heure, je regarde Fred et Charlotte qui vous écoutent comme ça, genre, mais mon Dieu, jamais je ferai ça de ma vie. Ça vous tente On n'avait pas trop envie avant, Conrad, il mais a de la alors là- place en octobre prochain, là, sur la prochaine transatlantique. Vous avez de la chance, la prochaine, la route du Rhum, c'est en solo. Vous ne ouais. pourra pas vous prendre sur son bateau. Non, ça vous tente pas? Un matelas avec des billes de polystyrène. Ouais, le kiff. Hyper Ah, il a agile. retenu ça. Vous avez vu ce qu'il a retenu? Il a retenu le matelas avec les billes de polystyrène. Ah ouais, non, mais- C'est Monsieur Confort. Fred Ah ouais. Delobras. Tu sais, tu fais un petit nid dedans, tu te mets là comme un petit pouf. Moi, je suis un aventurier, mais 5 étoiles, tu vois. Il me faut mon petit confort. Ou alors les besoins du balcon attachés entre deux fils, ça c'est pas mal non plus dans le genre. Ouais, bon, Mais ça sinon, il y a encore, le bateau full confort aussi. On n'a pas choisi Ah ouais. le bon, c'est tout. Faut Ah juste ouais. choisir le bon. Le catamaran à plat avec des canapés, des lits, une douche. Ah bah dans voilà. les alizés, vous Ah allez bah être voilà, bien. parfait. On va élargir un peu le sujet au-delà de cette traversée-là, parce que c'est l'angle du jour. Est-ce que l'aventure, finalement, l'aventure extrême, n'est pas devenue l'objectif ultime des sportifs d'endurance qui cherchent à se dépasser, à aller toujours plus loin? C'est vrai que quand on écoute le récit de la transatlantique, à côté, un Ironman ou un ultra trail classique, ça fait tout de suite un peu moins rêver. Mais est-ce que d'avoir vécu ce type d'expérience, ça te donne quand même envie de continuer l'ultra, ou tu te dis finalement, à quoi bon, quoi? Il n'y a plus assez d'adrénaline. Non, c'est vrai, c'est une très bonne question parce que c'est un phénomène de société. Le toujours plus, aujourd'hui, quand on voit des personnes qui font un 40 km de trail, limite, ils te le disent un petit peu doucement, de peur qu'on les juge. Mais quoi, t'as pas fait un 100 miles, 160 km? Quoi, tu cours un 10 km route? Mais quoi, c'est pas des marathons qu'il faut faire. Donc c'est vrai que cette culture, elle est un peu particulière, mais il faut comprendre que quand on a un peu de recul et compris cet univers, on va pas forcément chercher le toujours plus. En tout cas, c'est pas mon cas. Tu vas plutôt chercher de l'expérience. Et quand tu te confrontes à des univers dont tu ne connais rien, t'as pas besoin de t'envoyer sur des trop grosses distances ou des trop grosses durées pour vraiment vivre des choses très fortes. Donc moi, c'est vraiment ça que je vais chercher. C'est des expériences et de l'intensité. C'est pas forcément du toujours plus long en termes de distance et de durée sur le terrain. C'est vrai, t'as pris juste la transat, t'aurais pu prendre le Vendée Globe quand même. Enfin, franchement. Quand tu mets en perspective, oui, c'est ça. Juste la transat et pas le Vendée Globe. Non, mais c'est vrai que tu peux aussi faire une traversée, comme je t'ai dit, de transat sans tempête. Ça peut très bien se passer. Donc c'est vraiment ça qu'il Après, faut il y a regarder. la notion d'incertitude aussi. Ouais. Un trail, même un 170 km, bon, soit il va bien se passer, soit il va pas bien se passer, mais tu en as déjà fait tellement. Et puis c'est balisé. Ouais, celui que tu vas faire, il va ressembler d'une manière ou d'une autre à un que tu as déjà fait. Tu vas peut-être chercher juste de la nouveauté, en fait. En fait, tu as tout à fait raison. Ça peut paraître fou ce que je vais dire, et je vais dire ça en toute humilité. Je finis par trouver un certain confort dans l'ultra trail parce que c'est ce que je fais tous les jours à l'entraînement. Des courses de plus de 100 km, j'en ai fait énormément. Et aujourd'hui, quand je suis sur une ligne de départ d'un ultra trail, j'ai plus peur de la distance, j'ai plus peur du temps que je vais passer dehors dans la nature. J'ai surtout peur de la vitesse à laquelle je vais faire et de l'intensité de ce que je vais ressentir. Mais d'un point de vue aventure, c'est un petit peu moins puissant quand je retourne sur une même course. Donc c'est pour ça aussi que de volontairement aller dans d'autres univers, tu retrouves un petit peu ton âme d'enfant, comme ta toute première course que tu fais au début. Et ça te re-challenge mentalement. Et moi, je suis sûr que toutes les difficultés que j'ai vécues dans la course de voile, quand je reviens et que je fais mon trail, je suis plus fort mentalement et c'est sûr que ça va me servir pour performer dans mon sport. C'est super intéressant ce que tu dis parce que j'allais justement te demander, d'un point de vue d'un athlète professionnel comme c'est ton cas, avec une saison, avec des objectifs, des contrats à honorer, etc. Est-ce que c'est compatible ces aventures extrêmes où tu laisses des plumes, là tu l'as dit, tu as laissé des côtes, tu as laissé énormément d'énergie, est-ce que c'est compatible avec la performance à plus haut niveau dans une discipline? Tu viens d'expliquer un peu que oui, selon toi.
Mais musculairement, est-ce que tu serais pas meilleur en ultra trail si tu faisais pas tous ces trucs? C'est les questions qu'on me pose souvent, c'est les questions que me posent mes partenaires, c'est les questions que me posent d'autres ultra-trailers, c'est vrai. Écoute, j'ai pas la réponse parce que tout ça, c'est expérimental. En tout cas, je sais que j'ai fait des erreurs en mettant par exemple des aventures trop proches d'une course de trail ou voilà. Et donc aujourd'hui, j'apprends petit à petit et j'apprends à distancer les aventures et à aussi bien les choisir pour que la préparation qui va m'amener à cette aventure me permettre de continuer à progresser physiquement ou du moins me maintenir pour ma course de l'ultra trail. Et moi, vraiment, ce que je recherche, c'est un objectif qui est vraiment principal dans ma carrière, c'est la longévité. Ouais. C'est la longévité sportive. Parce que moi, j'ai commencé le sport très tardivement, le sport d'endurance, et j'ai commencé le trail à 30 ans, à un âge où beaucoup de sportifs d'endurance prennent leur retraite. Et je me suis dit, mais waouh, je performe déjà, et puis je vais devoir arrêter tout de suite parce que je suis trop vieux. Et en fait, quand j'analyse un petit peu ce qui se passe, je me rends compte que dans d'autres sports, notamment le cyclisme, peut-être le triathlon, je connais un petit peu moins, mais les athlètes, ils sont pressés comme des citrons physiquement et mentalement aussi. Ils enchaînent les stages les uns derrière les autres, ils n'ont pas le droit d'aller forcément faire des grandes aventures par rapport à leur contrat. Nous, dans le trail, on reste encore assez ouvert, c'est une chance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais où on peut être un peu plus flexible sur notre manière de voir l'entraînement. Et moi, en tout cas, je profite de cette opportunité-là pour voir autre chose, pour mettre le focus ailleurs, pour pas me dégoûter de mon sport, pour garder une motivation et pour avoir la longévité. Et aujourd'hui, je pense que la longévité n'est pas due qu'à l'âge, mais aussi à l'usure mentale que tu peux avoir dans ton sport. Fred, toi, Ouais, tu as c'est sûr. été à plus haut niveau en triathlon, qui est quand même réputé pour être le sport d'endurance où les athlètes sont les plus pressés comme des citrons, avec des volumes horaires d'entraînement complètement délirants, des structures très rigides. Tu partages ce que dit Mathieu? Complètement. Je suis d'accord, je partage plusieurs points de vue. Déjà, le fait que les athlètes actuellement, ils ont des courses tous les week-ends, ils ont des challenges tous les week-ends, il faut être performant du 1er janvier au 31 décembre, il faut être présent sur les réseaux, donc il faut aussi avoir de l'actualité et ça met une pression, ça veut dire qu'il faut être en forme. Et à mon époque, par exemple, la saison, elle durait, allez, on va dire 6-7 mois. Et pendant l'hiver, c'était un petit peu moins stressant. Tu n'étais pas obligé d'être au top de ta forme. Et ça m'a permis de faire une longue carrière quand même. Parce que même si j'ai arrêté, comme tu le dis, à 35 ans, j'avais commencé... Ça remonte, hein? Récemment. J'ai commencé à 15 ans, vraiment. Donc, ça fait quand même 20 ans à très haut niveau. Et quand je les vois là tout le temps maintenant, être tout le temps en forme toute l'année, je me dis, mais... j'étais là à la bonne époque, j'aurais du mal à être constant comme ça toute l'année sans pouvoir décompresser un moment. Je pense que c'est aussi s'absenter de la toile, des réseaux pour revenir encore plus fort à un moment donné, accepter cette variation, c'est ça le Et secret. si tu avais dit à ton coach à l'époque, je m'absente 20 jours, je vais faire la traversée de l'Atlantique, il t'aurait dit quoi? Mais, je sais pas, honnêtement. En tout cas, aujourd'hui, dans certains sports, c'est sûr que ça passerait pas. C'est sûr. Ouais, là, actuellement, En c'est athlée, impossible. en triathlon, clairement à haut niveau. Et les charges aussi, non juste dans les rangs professionnels, mais aussi les amateurs qui sont au top plus que 10 mois dans l'année. Mais J'en connais même, tu leur donnes une semaine de repos, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors ça, franchement, Ouais, c'est tu sais, clair. j'ai découvert plus récemment que Je vois pas de qui tu parles. Ils sont insupportables. Ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que j'ai découvert que j'aime me retrouver vraiment à la ramasse dans ma saison. Parce que être au top toute l'année, en fait, quand tu régresses un petit peu, t'es vraiment pas bien. Mentalement, psychologiquement, c'est dur. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que quand je pars faire des aventures, je reviens, je suis beaucoup moins en forme. Et je reprends ce genre de processus où je me sens progresser de jour en jour. Et c'est vraiment flagrant, de semaine en semaine. Quand je vais faire des séances, je sens vraiment mon corps progresser. Et je trouve que c'est hyper enivrant, cette sensation de progresser, plutôt que d'être toujours au top. Oui. Et au lieu d'être à ce plateau, donc tu as descendu et du coup tu remontes la pente, est-ce que tu crois que tu arrives à être au-dessus le plateau dans lequel tu étais précédemment? Je sens que je progresse parce que mes temps s'améliorent sur mes segments que je connais en montagne et mes temps s'améliorent sur des courses sur lesquelles je retourne. Donc oui, je progresse malgré le fait que je fais des traversées de l'Atlantique en voilier. Tu peux me remercier plus tard. Alors, il y a une autre aventure extrême dans laquelle tu t'es lancé il y a quelques mois, Mathieu, c'est la Yukon Arctic Ultra, qui est une course d'ultra-endurance dans le froid polaire. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est? Ouais, Yukon Arctic Ultra, une course d'ultra-endurance qui peut se faire à pied, en vélo ou en ski, qui se situe donc dans le Yukon, une région du Canada nord-ouest, frontalière avec l'Alaska, en plein mois de février,
le mois le plus froid de l'année. Voilà, des températures qui peuvent aller entre moins 10 et moins 50. Ça se fait en quasi full autonomie. Ça veut dire qu'il faut être autonome pour faire la distance qui est de entre 600 et 650 km. Ouais. Voilà, donc voilà. Petit le truc but, comme ça, quoi. Voilà, une petite course qu'on fait comme non, ça. là, pour le coup, c'était peut-être le challenge à pied Ouais. le plus difficile que j'ai fait de ma vie, qui m'a demandé le plus gros entraînement physique, le plus gros entraînement matériel et le plus gros dévouement mental aussi pour aller au bout pendant l'événement. Que tu as gagné cette course. Ouais, alors on peut parler de victoire, mais en vrai, on nous met un dossard. Mais avant tout, être finisher d'un truc comme ça, c'est le seul objectif de la course. Mais tu étais le premier finisher à pied dans l'histoire de l'événement. Alors, l'événement, en fait, c'était sur un autre parcours avant qui était beaucoup plus plat, on va dire, puisque ça suivait la rivière Yukon, qui était gelée l'hiver, entre Whitehorse, la capitale du Yukon, et Dawson City, une ville minière à l'époque pour les chercheurs d'or. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, la rivière ne gèle plus totalement l'hiver, donc ils ont dû déplacer le parcours en montagne. Donc ce coup-ci, du gros dénivelé, beaucoup de neige où on s'enfonce. Et donc, ouais, effectivement, j'étais le premier à finir ce nouveau parcours extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je crois que pour les plus curieux, le départ vient tout juste d'être donné. Le départ a été donné avant-hier. Et puis là, j'ai hâte qu'on finisse cet enregistrement pour ouvrir le tracking pour voir où sont les athlètes. Fred est dégoûté, il n'a pas pu s'inscrire à temps, malheureusement. C'était cette année en plus, je voulais T'as- le faire. bon. Mais Non, mais t'inquiète pas, j'oublierai pas l'année prochaine, Fred, de te le rappeler. Non, j'avais dit cette année. Qu'est-ce que tu vas chercher, Mathieu, dans ces aventures-là? C'est quoi? C'est l'inconnu, c'est la souffrance, c'est le dépassement de tes limites, c'est quoi qui est au-dessus du reste? Bah, tout ce que tu viens de dire, déjà, c'est inclus dans le package. La souffrance, ça fait partie du package. Ouais, la souffrance, ça fait partie du package parce que la souffrance, c'est une émotion et l'émotion, moi, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. J'ai fait un Conrad. Il y a une citation qui est très forte dans ce documentaire Convergence. Il dit j'ai horreur du confort ou de l'ultra confort. C'est vrai que moi, je suis comme tout le monde. Encore hier, j'étais sous mon plaid devant la cheminée, devant une petite série. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Parce que bon, il n'y a pas d'émotions ou des émotions qui sont sur une courbe pas très élevée en termes de sinusoïdes. Et là, vraiment, quand tu souffres, ça imprime des souvenirs forts en toi. Et puis, quand tu arrives au bout, tu es encore plus fier, tu as encore plus de reconnaissance pour tout le travail que tu fais. Et ça, c'est super puissant. Et Est-ce que c'est pas un peu maso bah, de ça, dire c'est quand on souffre qu'on trouve ce plaisir-là? être maso, je pense que c'est une question de référentiel. En fait, on est tous le maso de quelqu'un et finalement, on est le maso pour le sédentaire, c'est sûr. Mais on n'est pas le maso pour celui qui rejoint le pôle Nord à pied ou qui fait un Vendée Globe. Il y a une citation dans le film Convergence que je trouve vachement forte aussi. C'est là, dans le doute, dans le chaos, que l'on grandit vraiment, que l'on vit plus fort. Tu partages ça, Conrad? Oui, tout à fait. Ça veut dire que tu te fais chier quand t'es à terre? Chérie. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Si elle nous écoute. Comment s'appelle-t-elle? Clara. Clara. Ouais. Et du coup, Clara, en étant quelqu'un normal, elle me trouve des fois bizarre parce que j'y vais pour chercher, oui, clairement, le souffrance, parce que je cherche à grandir. C'est pas par accident que j'avais choisi un sport qui est donc le plus long sur la planète, sur lequel, en fait, j'étais impressionné par la similitude dans nos sports, parce que on est deux personnes extrêmement différentes, avec les sports qui sont pas très complémentaires, qui se pratiquent, un dans la montagne et l'autre sur la montagne aquatique. Mais ça partage beaucoup et ça partage ses valeurs, ça partage les valeurs de l'autonomie, de l'autosuffisance, surtout l'automotivation, parce que on se retrouve à 3h du matin avec le faisceau de lumière projeté par notre frontal. Il a personne derrière en disant qui fait hop 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 hop. Et du coup, pour lui, ça dure 24 heures, mais pour moi, ça dure 3 mois. Oui. Mais il faut se nourrir. C'est l'absence de cadre aussi qui fait peut-être le charme, si on peut dire ça, pour vous de ces aventures, parce que même si la Yukon est une course avec une organisation, t'es tout seul 99% du temps. Il n'y a pas une assistance qui est là, il n'y a pas de stand de ravitaillement. C'est la disparition de ce cadre aussi qui fait l'aventure. Ouais, exactement. On le voit quand on est à l'école plus jeune, il y a des personnes qui apprennent très bien par la théorie, donc le prof qui écrit avec sa craie au tableau, et d'autres qui apprennent beaucoup mieux par la pratique. Et puis c'est ça aussi l'aventure, c'est vraiment la pratique. C'est une notion d'incertitude, tu dois mettre les mains dans le cambouis.
et t'apprends par ce qui arrive. Donc cette incertitude est super intéressante parce que ça challenge ta capacité d'adaptation. Et ce qui est super intéressant, c'est que malgré le fait que tu n'aies pas encore toutes les compétences ou tous les outils pour pouvoir réussir, mais on trouve en nous, il y a quelque chose, un code génétique, un code qui a été plugué par je sais pas qui finalement, il y a des milliers d'années en arrière, qui est là, qui est présent et qui nous permet de survivre en fait. Et ça, c'est vraiment fascinant. Quand tu es confronté au monde naturel, quand tu es confronté à l'extrême, quand tu es confronté à l'ultra-endurance, tu te découvres un instinct au fond de toi qui te permet de trouver la solution au problème. Et ça, c'est passionnant. Et surtout quand tu confrontes ça en solitaire. Parce que moi, j'aime bien le sport co, malgré le sport que j'avais choisi. Oui, mais quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix, quoi. Mais quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix. Et surtout, quand tu es présenté par tout type de difficultés, c'est non juste la gestion. Tu peux être seul, mais il a beaucoup plus que juste toi à gérer. Il faut gérer ton environnement. Avec mon sport, c'est la pièce mécanique. Et du coup, il faut gérer la stratégie et tout ce qui va avec ça. Donc, c'est cette notion de multidimensionnel qui est très, très enrichissant, en fait. Hugo Tormento, on sait que cet épisode résonne pour toi, puisque tu es aussi dans ce délire d'aventure extrême. Tu as participé à l'une des courses les plus extrêmes du monde l'été dernier, qui s'appelle la One Water Race. Je ne sais pas si ça te parle, Mathieu. Ça se passe en Suède. C'est un swimrun, donc une alternance de nage et de course à pied, mais un swimrun vraiment hardcore. 250 km au total, dont environ 50 km de nage dans une eau à 15 degrés, en autonomie, sans balisage. Il faut finir en moins de 60 heures. 250 km, dont 50 km de nage en moins de 60 heures, sinon c'est élimination. Donc 60 heures sans dormir, à enchaîner nage et course à pied, le tout en équipe de 3. La seule question, c'est pourquoi ? Un peu par tout ce qui a été dit, quoi. C'est Je précise que si tu gagnes, c'est 150 000 € quand même. Ah, il y a un petit il y a un deuxième. Je précise. Il y a un deuxième pourquoi. On n'a pas les mêmes primes dans le trail. On peut changer de sport. On n'a pas les mêmes contrats et la visibilité sur l'année, mais. Non, mais c'est bon. Vous avez dû abandonner cette course. Ouais, malheureusement cette année, parce qu'une des un des équipiers qui a eu un souci digestif, il a été dans l'incapacité de se nourrir et il n'y a pas de comparaison à avoir ou de guéguerre de niveau, mais comme tu le disais, dans l'eau elle est pas à 15 degrés pour le coup, plutôt à 13 degrés. Et ça fait toute la différence, 2 degrés à ce niveau-là, ça fait énormément de différence. Et donc du coup il était en hypothermie pendant un bon moment, et là en fait réussir à remonter cette dette énergétique alors que ça fait déjà une dizaine d'heures que tu ne manges pas parce qu'il faisait que vomir, impossible d'aller plus loin. Puis après, il y a tout un tas de critères qui fait qu'on sortait des barrières horaires si on attendait plus longtemps. Donc au bout de combien de kilomètres de course vous avez abandonné ? Au final, relativement tôt, on a abandonné au bout de 100 et quelques. Relativement tôt. C'est quand tu pars pour 250, 100, ça te paraît pas grand-chose. Tu vas retenter ? Un de ces 4 ? Ouais, j'ai un petit collègue à droite que je suis en train de chauffer de plus en plus. Il s'appelle Mathieu Blanchard, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la version vidéo. Je suis à 2 doigts de le faire signer. Ça te tente, Mathieu ? Mais c'est vrai que quand il me présente son projet, moi je me souviens la première fois qu'il m'en a parlé, il y avait du monde autour, tout le monde le regardait en mode mais c'est quoi ce fou, c'est quoi cette débilité absolue, jamais de ma vie je ferais ça. Et moi je le regardais en mode waouh, c'est trop cool. Non, ça oui, carrément. Aussi, c'est cool. Je lui ai déjà dit, un jour je ferai ça. Le seul problème, c'est que je reste quand même athlète pro, c'est mon métier. On l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pris l'expérience qu'il faut quand même placer les aventures assez loin pour ne pas influencer de manière délétère mes courses principales. Donc, ça se fera un jour lorsque les étoiles s'aligneront. Mais là, en général, ces courses-là tombent à une période qui est pas idéale. Où est la limite, Mathieu ? C'est une très bonne question. Où est la limite ? C'est ce qu'on recherche aussi. Alors forcément, il y en a une de limite, parce que sinon, on courrait tous à 30 km/h des marathons, ce qui n'est pas possible. Donc, il y a quand même une limite qu'on est capable, physiologique, qu'on est capable de visualiser. C'est très intéressant, la notion de limite, parce que justement, moi, quand je me lance sur une grosse aventure, je sais que c'est au-delà de ma limite, parce que c'est une zone dans laquelle je ne suis jamais allé, mais qui n'est pas impossible non plus. Tu vois, l'aventure que tu viens de présenter, la One Water Race, je suis
vraiment très mauvais nageur et je pense que je serais pas capable de finir cette course-là dans les barrières horaires. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je veux pas tout de suite m'inscrire dessus. Il va falloir que je fasse quand même quelques gammes, apprendre à nager un petit peu plus pour pouvoir espérer le faire, parce que y aller et savoir d'avance que je peux pas le faire, ça m'intéresse pas en fait. J'aime dépasser les limites, mais me dire que c'est quand même possible. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu expérimenter d'abord une telle aventure avec Conrad avant de penser de passer plus de temps en mer. Comment réagissent les proches quand on se lance dans ce type de projet? Parce que c'est vrai que c'est pas un choix finalement qui n'implique tout le monde regarde son micro et ses pieds. Non, mais parce que c'est pas un choix qui implique seulement la personne qui se lance dans le projet. Évidemment, c'est des aventures qui sont tellement chronophages, tellement extrêmes, tellement risquées que tout l'entourage en subit les conséquences. Ta chérie Alix Noblat, qu'on embrasse, comment elle réagit quand tu te lances dans ce genre de trucs comme la Yukon? Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose auquel il faut penser. On parle de nos compagnes, nos compagnons, mais nos parents aussi. Bien sûr. Moi, je vais le dire, c'est hyper égoïste. Parce que si on crève sur le terrain, nous, en fait, on va s'éteindre et puis on va laisser dans le dur, on va détruire la vie de nombreuses personnes autour de nous. Et c'est quelque chose qui est hyper égoïste. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'essaye de pas trop y penser pendant mes aventures parce que sinon, ça peut te bloquer et c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je filtre un petit peu. Je leur dis pas tout sur le détail de l'aventure, sur les températures, sur ce qui peut arriver, sur ce qui est une tempête, pour les protéger aussi un petit peu. Et puis quand j'envoie des nouvelles à terre, je filtre aussi un petit peu en général. Voilà, donc c'est une manière de les protéger. Mais après, on est fait comme ça, on peut pas nous changer. Oui, c'est égoïste, mais c'est avant tout ce qui nous fait vivre. Et si on fait pas ça, on meurt. Donc ça revient au même au final. Conrad, tu as des enfants? Oui, j'ai 2. Ça rajoute encore autre chose dans l'équation quand tu as des enfants, j'imagine, pour partir sur ce genre de défi. Quand ils te voient embarquer pour le Vendée Globe, ils te disent pas, papa, franchement, tu pourrais pas rester avec nous? Un peu, oui. En fait, je voyage non juste en mer, mais beaucoup avec mes partenaires. Et du coup, je suis souvent absente de la maison. Et du coup, ma fille vient de planquer ma pochette de toilette dans l'espoir que ça va m'empêcher de partir. Oh, c'est trop mignon. Quel âge elle a? Donc, c'est mignon, mais c'est très, très double tranchant. Quel âge elle a? Elle a 8 ans. Ouais. Et du coup, je suis ravi parce que la prochaine aventure dans laquelle je vais partir, je le prends avec moi. C'est vrai? Ouais, c'est pas en mer, mais on part pour une aventure ensemble, donc je suis content avec ça. C'est quoi, en 2-3 mots? On part en Nouvelle-Zélande pour renouer mes origines, pour passer un peu de temps avec la famille là-bas, Okay. et aussi pour encaisser quelques aventures aussi. Moi, j'ai une relation avec la sécurité qui est, j'espère, très au point, parce que mon père était mort sur un accident sur un bateau. D'accord. Et du coup, moi, je suis de l'autre côté de le faille dans laquelle que Mathieu vient d'évoquer. Ouais. Je grandis dans l'absence de quelqu'un qui se pas protégé, qui n'a pas fait les gestes nécessaires. Et du coup, c'est effectivement quelque chose qui est très lourd. Que moi, j'ai plus de 40 ans maintenant. Et du coup, c'est une expérience qui me marque toujours. Mm-hmm. Et que je n'accepte pas clairement de infliger à mes enfants. Parce que j'en avais déjà goûté à cette absence. Et du coup, mes gestes à bord étaient déjà dans la mesure de sécurité. Mais maintenant, d'autant plus. Mais pour moi, il n'y a pas de conflit entre le fait de se protéger et le fait d'être performant. Parce que tout simplement, on est entouré par la mer et du coup, on est entouré par la mort. Et sans être trop dramatique, c'est ma façon de le voir. Parce que je sais que si on passe à côté... si tu tombes à l'eau, c'est fini, quoi. Le pilote va continuer à naviguer, le bateau va continuer à foncer, et du coup, c'est un rêve éveillé que de plonger dans l'eau et de voir le bateau qui continue sans moi. Tu vois, ça fait les frissons. Hein. Et du coup, la manière d'être efficace avec nos manœuvres, avec nos gestes à bord, c'est d'être attaché. Parce que si on n'est pas attaché, on a peur. Et du coup, on ne peut pas être concentré dans le geste sur lequel on est en train de le faire pour le bateau, pour faire avancer le bateau. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de conflit. On s'attache, on est efficace, on attaque la mission dans laquelle on est chargé. Et ensuite, on revient en sécurité et on borde les voiles et on fonce le plus vite possible.
Alors, en préparant cet épisode, on s'est rappelé d'un aventurier très connu qui s'appelle Mike Horn, évidemment que tout le monde connaît, qui a traversé le pôle Nord en binôme avec Børge Ousland en 2019. Ils ont traversé le pôle Nord à ski. Leur expédition a duré 87 jours, dont 57 dans l'obscurité totale, la nuit polaire, pas une seconde de jour. Ils ont dû faire face à la fragilité de la banquise, au manque de nourriture. Ils sont vraiment passés tout près de la mort et je les avais suivis à l'époque pour mon émission Sur le front sur France 5. On avait suivi l'opération de secours qui était allée les chercher avec un brise-glace qui avait mobilisé des dizaines de personnes. Et voilà ce que Mike Horn disait juste après avoir été secouru, après avoir passé 87 jours sur la banquise. C'est quand même fou parce que là-bas, tu vis. Mais tu fais tout pour arriver ici, aux zones de confort où il n'y a pas de vie. Tu fais tout pour arriver ici pour repartir. C'est bizarre. Effectivement, c'est bizarre. Mathieu, est-ce que tu partages le constat de Mike ? Non, mais c'est très philosophique, c'est très fort ce qu'il dit. C'est vrai que quand on est là-bas, on est dans un inconfort extrême, on a envie que d'une chose, c'est de retrouver un peu de chaleur, une douche chaude. Et puis quand on est sous la douche chaude, on est en train de fermer les yeux avec l'eau qui nous coule sur la tête en se disant c'est quand que je retourne là-bas. Donc c'est ce dilemme de la pirogue et de l'arbre là, le désir de l'aventure qui est la pirogue, mais la pirogue qui est fabriquée dans le bois de l'arbre, qui est l'ancrage des origines. Donc je pense que c'est un dilemme éternel de l'être humain entre le voyage et l'ancrage. À l'époque, quand on avait sorti ce reportage, il y avait eu beaucoup de critiques à l'égard de Mike Horn et de son compagnon d'aventure, un peu sur le thème tout ça, c'est des délires de riches occidentaux qui s'ennuient et qui font prendre des risques aux personnes qui doivent aller les secourir, aux gens qui vont potentiellement mettre leur vie en danger pour aller sauver la leur. Qu'est-ce que ça t'évoque, Mathieu, ce genre de critique ? J'imagine que tu as dû en recevoir aussi sur tes aventures. Non, c'est vrai que, et surtout à cette période où on enregistre, on est en plein hiver et il y a énormément d'avalanches en montagne en ce moment. Et puis pour aller secourir les personnes qui se sont fait prendre, qui ont déclenché les avalanches, effectivement, les secours prennent énormément de risques aussi. Donc ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Maintenant, moi je rejoins aussi ce qu'a dit Conrad tout à l'heure. On peut s'aventurer dans des milieux extrêmes, en ultra-endurance, en perdant un petit peu de contrôle, mais en gardant, un tout petit filet de sécurité, c'est-à-dire que on le sait, on a un instinct au fond de nous que quand on passe certaines limites, on rentre dans une zone où vraiment on se met en grand danger. On le voit par exemple en ski, tu le sens. Quand tu descends, plaisir, et tu sens cette vitesse à laquelle que quand tu te dépasses, tu es un peu moins en contrôle et que si tu tombes, tu vas te faire un genou. Bon, mais c'est la même chose en aventure et voilà, après... on joue avec la limite. Voilà, les secours sont là pour venir chercher des personnes à secourir. Et s'il n'y a personne à secourir, il n'y a plus de secouristes. Donc, c'est un métier aussi qui est passionnant. Donc, oui, d'ailleurs, il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent au tas. Les secouristes, souvent, notamment en montagne, c'est il faut faire très attention au discours de culpabilisation des gens qui peuvent avoir des accidents parce que ça peut faire hésiter les gens à appeler les secours. Des gens qui peuvent se sentir coupables, de se dire je me suis juste fait une cheville, je ne vais pas appeler les secours, je vais essayer de descendre moi-même et qui du coup se font encore plus mal, voire parfois des accidents dramatiques. Donc évidemment, il ne faut jamais hésiter à appeler les secours et il ne faut surtout pas avoir ce sentiment de culpabilité. Fred, tu as pensé à nos amis auditeurs qui nous écoutent, à celles et ceux qui ne seraient pas effrayés par l'épisode qu'ils viennent d'écouter, qui auraient aussi envie de partir à l'aventure. Je crois que tu as 3 courses d'aventure, alors pas aussi extrêmes que celles de Mathieu et d'Hugo, mais quand même 3 courses d'aventure ouvertes au grand public. Ouais, si toi aussi tu veux braver la mort, affronter les tempêtes et souffrir d'un inconfort extrême. Non, je plaisante. Moi, j'ai trouvé 3 aventures où je me considère presque être prêt à m'engager, donc pour les gens normaux. Et donc ça va souvent vous plaire. Il y en a une, je commence par le Marathon des Sables. Je crois que Mathieu, ça a été très belle. C'est une des toutes premières aventures que j'ai fait. C'est une très belle mise en bouche pour l'aventure parce qu'en fait, on répète depuis quelques temps le mot confort et inconfort. Et quand on regarde dans notre quotidien, c'est quoi qui définit le confort exactement ? C'est un toit, des murs solides, une douche, des toilettes, un lit, des repas qui arrivent à des heures précises, matin, midi et soir. Et le Marathon des Sables, déjà, c'est une première expérience où on enlève tout ce confort. Il n'y a pas de mur, il
n'y a pas de repas, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, et tu dois rester comme ça pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment une super expérience pour goûter à cette notion d'aventure et à cet état d'esprit. Pour Fred, le confort, c'est avant tout la chicorée le matin. Donc s'il y a de la chicorée, ça passe. Ça va, moi je fais. Non, il y a quand même 250 km à courir en 6 jours dans le Sahara. La journée, il fait 50 degrés, donc courir dans le sable, voilà. Et puis la nuit, c'est les tempêtes de sable dans les tentes. Donc il y a quand même aussi des sacrés souvenirs, je pense. Alors, je reste dans le triathlon cette fois. Le Norseman, beaucoup de triathlètes le connaissent. Ah oui, toi, tu considères ça comme accessible aux gens normaux, le Norseman? Alors vas-y, explique ce que c'est. On va laisser les auditeurs juger, juger de cette sélection. La Norseman, en termes de distance, on va dire, on est sur la distance Ironman. Donc déjà, voilà. Donc on a 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Ok. Voilà, ensuite. c'est un Ironman épicé. Il se déroule en Norvège, donc l'eau est glacée. Départ à 5h du matin, on plonge d'un ferry donc dans le fjord, l'eau à 13 degrés. Et là, on nage 3,8 km, donc dans le noir. Après avoir sauté du ferry, ça doit faire à peu près 15 mètres de haut. Je suis en train d'imaginer les gens qui nous écoutent et tu sais, qui notent sur leur petit calepin. Alors ça, non, je le note pas. C'est quoi le troisième? Non, après, il y a 180 km de vélo à travers les montagnes norvégiennes, donc sous la pluie battante et le froid toujours qui est toujours là. Lui, il est toujours fidèle au poste. Et le marathon, donc pour finir, là, on se réchauffe un peu. On monte jusqu'à 1880 mètres d'altitude. Et solo, donc tu arrives, c'est le brouillard total, tu vois rien, personne te voit d'ailleurs, tu vois la ligne d'arrivée dans les derniers 10 cm et voilà, donc t'es content. Super, bon ben... Il n'y a pas une petite spécificité? Alors, c'est-à-dire que si tu ne poses pas le vélo à l'heure... C'est vrai, il y a deux façons de finir la course, soit tu t'es pas dans les barrières horaires, donc tu finis, tu restes en bas, tu montes pas en haut de la montagne, et t'es lake finisher, donc... tu finis au bord du lac, et sinon tu as belle finisher, et là tu vas sonner la cloche, et donc tu sonnes la cloche en haut, c'est le mérite, et voilà. Bon, très bien. Et tu finis seul parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de public. Il n'y a même pas un applaudissement, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu sautes dans le ta fjord cloche depuis le ferry, il n'y a personne qui te voit. Tu dis, bon, je vais redescendre. Alors, je redescends à pied. Voilà. Ok. Troisième aventure. Alors, la troisième, on part un peu dans l'eau, cette fois, dans l'océan, donc toujours au Maroc, le Morocco Swim Trek. Donc, c'est 7 jours de natation, 5 à 10 km. Par jour. Natation dans le Maroc, donc au Maroc, donc le long de la côte atlantique marocaine. L'eau est pas trop froide, c'est 18 degrés. Ça fait plus envie déjà. Il y a de la houle, il y a les méduses, les dauphins. Il y a de la difficulté parce que c'est quand même dans l'océan. Oui. Donc tu nages dans l'océan et pendant tous les jours 10 km. Mais tous les soirs, tu as un campement, tu te reposes, tu manges, tout ça, quoi. C'est un peu plus accessible, peut-être. Ok. Donc, pour Morocco Swim Trek. Il y a de l'inconfort dans les trois, ça c'est bon. Il y a de l'épuisement, donc des paysages atypiques aussi. Donc on est dans des belles aventures. Et sinon, le Vendée Globe en 2028. Oui, bah, le Vendée Globe. Je m'attendais à ce que tu interviennes, Conrad. Voilà. Juste une question en un mot. Ça coûte combien la Yukon Arctic Ultra à faire? Si tu dois payer ton matos et tout. Inscription plus matos, ça n'a entre 5 000 et 10 000 euros à peu près. Ouais, si tu prends le matos, ça peut aller vite. Si tu prends le meilleur matos, le plus léger, solide, avec des fibres de Dynéma, ça va être 10 000 euros. Et sinon, 5 000 euros. L'inscription, c'est déjà 3 000, 4 000 euros. Le voyage, là-bas, tout est extrêmement cher. La nourriture, donc c'est faut avoir un budget de 10 000 euros. Ouais. Parce que ça, évidemment, on l'a pas évoqué, mais ces aventures extrêmes, elles sont pas non plus accessibles à tout le monde, au-delà de la question sportive, parce qu'il y a aussi la question un peu limitante du budget. Merci Fred pour les 3 propositions. Et je rappelle évidemment aux gens qui nous écoutent que l'aventure commence au coin de la rue et qu'il est possible d'avoir des aventures incroyables en France, à côté de chez nous, sans pour autant aller très loin ou traverser la planète, n'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait. Moi, j'habite dans une station de ski et il m'arrive souvent de ne pas dormir dans mon chalet, de prendre ma tente et d'aller en haut des pistes dormir pour m'entraîner, tester mon matériel. J'amène aussi ma compagne avec moi. Elle rechigne un peu au début, puis qu'elle est en haut et que je lui fais une petite fondue dans la tente sous les étoiles. Elle aime bien ça. Donc, ouais. Et puis, ça va être l'heure de l'interview tapis
Mathieu, t'es déjà passé dans l'interview tapis dans un précédent épisode de Safe T'avais Place. pas assez de questions pour finir le truc, donc bon. Ouais, mais cela dit, t'as été battu depuis. Il y a des gens qui sont allés bien plus vite que toi, qui ont été bien plus performants sur le tapis. Je prendrai ma revanche. Non, mais voilà, comme Mathieu, t'as déjà fait l'interview tapis, Conrad, c'est tombé sur toi. Merci. Petite particularité, c'est que tu es marin et tu nous as dit toi-même que tu passais ton temps pieds nus et que tu avais une grosse corne sous les pieds. Donc on te propose une interview de tapis pieds nus. Volontiers. Allez, c'est parti. Ça va Conrad, tu t'es échauffé ? Très bien. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas la version vidéo, je vous confirme que Conrad est bien pieds nus, Comme d'hab. avec ses jolis pieds de navigateur. On les vendra sur Internet après la diffusion. Je ne sais pas comment le prendre. Conrad, je te rappelle la règle de l'interview tapis qui est très simple. Oui. À chaque bonne réponse, la vitesse reste stable. À chaque mauvaise réponse, la vitesse augmente. Et on voit jusqu'à quelle vitesse tu tiens et à combien de questions tu arrives à répondre. J'ai peur. Sachant qu'on est sur le tapis de notre partenaire Care Fitness qui monte jusqu'à 25 km/h et on peut mettre beaucoup de pentes. Donc on a de la marge. Le pilote automatique marche bien là. Ouais, là c'est pilote automatique, tu vas voir, il va augmenter tout seul. On est parti ? Merci. Avant de s'appeler la Transat Café l'Or, ça s'appelait la Transat Jacques Vabre, ce que vous avez fait avec Mathieu, la Transatlantique. Vrai ou faux, Jacques Vabre est un skipper français ayant battu le record du monde en solitaire dans les années 80, le record du Tour du monde en solitaire. Vrai ou faux ? Faux. Faux, tout à fait. Bonne réponse. Jacques Vabre, vous pouvez applaudir, je vous sens... Jacques Vabre n'a jamais navigué. C'est un ancien enseignant devenu un industriel du café et pas un navigateur. Question suivante. Quel bateau a remporté la course cette année dans votre catégorie IMOCA ? C'était massif. Non. Mince. C'était Charal, barré par le binôme Jérémy Bayou et Morgan Morgan Lagravière. Et du coup, ça monte. Du coup, ça monte, j'augmente la vitesse, Ouais. c'est parti. On passe à 10 km/h. Normalement, un massif gagne tout, donc c'est ça. On continue. En combien de temps, précisément, ont-ils réalisé la traversée ? C'est pas un choix multiple. Non. Je te demande pas les secondes, mais je te demande les jours, les heures et les minutes. J'ai un indice un tout petit peu moins que nous. Un petit peu moins que nous, ça c'est vrai, parce que pour l'histoire, on a croisé Jérém. Alors, t'as le droit de me raconter une histoire, mais c'est toi qui cours. Hein. C'est moi qui cours, Alors, mais c'est ça parti. va. En fait, nous, on était en train de finir notre course et on a vu un bateau apparaître sur l'horizon. Et c'était Jérém avec le fameux Charal Ok. qui rentrait. Ah, qui repartait. Et nous, on n'était pas encore finis. Ah ouais. Donc, les boules un peu. Alors, Là, bon, je vais dire. au moins les jours et les heures. 13 13 jours ? Ouais. Non. Non. 11 jours, 19 heures, 45 minutes et 18 secondes. Vous avez mis combien ? 19 jours. On passe à 11 km/h. Donc ils ont mis quand même 8 jours de moins que vous, c'est énorme, non ? Bah, C'est pour ça qu'ils avaient C'est ça que le météo joue. ils sont repartis. Allez, question suivante. Ça veut dire quoi un bateau IMOCA ? IMOCA, c'est International Organisation Monocoque Classe Association. Non, c'est. Oui, c'est ça, c'est accordé, c'est accordé. Bravo, bravo. Tu devais participer à la Transmartinique avec Mathieu Blanchard en arrivant de votre traversée, ça n'a pas pu se faire finalement. Qui a remporté la course en décembre 2025 ? En décembre 2025 Bah là quoi. Qui a remporté la course quoi ? Non, je ne sais pas. Tu sais toi Mathieu ? Oui, moi, je sais. Tu sais parce que t'as vu la réponse ou Non, je peux vu la Non, réponse. non, il suit. C'était Il était toujours là. Antoine Guillon. Antoine Guillon. De ce sport. Il a terminé les 134 km et les 5000 mètres de dénivelé positif en 18h42 minutes et 34 secondes. C'est sa 5e victoire sur l'épreuve. En attendant, Conrad, on augmente la vitesse. On passe à 12 km/h. 134 km, ça fait combien précisément en miles ? 80. Non, précisément. Non, je ne sais pas. 83 miles. J'étais pas loin. On passe à... Oh, t'étais pas loin, mais c'est pas la bonne réponse. On passe à 13 km/h. En combien de temps est arrivée la première femme de l'épreuve de la Transmartinique ? En combien d'heures ? Je te demande pas le temps précis. 19. Sachant que l'homme a mis 18h42 minutes. 20. 21h47 minutes et 26 secondes. C'est Manon Board-Caillé. Calais. Maintenant, tu me fais bosser là. Manon Board qui a terminé 6e au scratch quand même de la course. Une grosse performance. T'as augmenté toi-même la vitesse, j'ai rien à faire. On passe à 14 km/h. Tu viens de Nouvelle-Zélande. Alors on s'est dit qu'on allait te parler rugby. Oui.
Quel duo des All Blacks était surnommé les jumeaux dans les années 2010 ? Ils ont partagé en tout 62 sélections et on les surnommait les jumeaux. J'étais en mer. T'étais en mer pendant toutes les années 2010. Tu donnes ta langue au chat ? Ouais. Alors, c'était Conrad Smith et Ma'a Nonu. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous avez fait la traversée de l'Atlantique en binôme, donc une petite question binôme. Quel sport ne possède aucune épreuve disputée en duo aux Jeux Olympiques ? Réponse A, le tennis. Réponse B, le patinage artistique. Réponse C, l'athlétisme. Réponse D, le badminton. Quel sport ne possède aucune... Bonne réponse, l'athlétisme. C'est uniquement individuel ou en relais. On va voir si tu connais bien les performances de ton binôme Mathieu Blanchard. Je rappelle que tu es à 15 km/h. Il a remporté la Yukon Arctic Ultra. En combien de temps a-t-il bouclé la course de 600 km dans le froid polaire au Canada ? À 1 heure près. Je sais pas, je me souviens plus. 7 jours, 22 heures. La barrière horaire était de 12 jours. On passe à 16 km/h. Ça va toujours, Conrad ? Tu peux arrêter à tout moment. En quelle année Mathieu Blanchard, ici présent, est-il arrivé 3e à l'UTMB ? Je vais faire 22. 2021. Cette année-là, c'est François Den qui avait remporté l'Ultra Trail autour du Mont Blanc. On passe à 17 km/h. Aïe, aïe, aïe. N'hésite pas à te tenir si tu es pieds nus. Je rappelle que tu es pieds nus. Peut-être le résultat le plus important de Mathieu Blanchard. Combien de kilomètres/heure Mathieu avait-il atteint lors de son interview tapis dans Safe Pace ? 22. Ah, je te l'accorde, 23 km/h, je te l'accorde. Allez, 17 pour un marin, c'est beau. Ouais. 17 km/h pieds nus. Question suivante. Qui a écrit la préface du livre de Mathieu, Vivre d'aventure, dans lequel il évoque déjà son rapport à l'aventure dans la pratique sportive ? L'autre, l'espagnol. Comment il s'appelle ? L'espagnol ? Tu peux t'arrêter. Comment il s'appelle l'espagnol ? Espagnol. C'est pro, non ? Tu peux t'arrêter, Conrad. Ça monte plus au cerveau. Mauvaise réponse ? Non, mais ça... Allez, on arrête. C'était Kylian Jornet, l'espagnol. On perd la lucidité dans les forêts. 17 km/h pieds nus. C'est les pieds. Il est en train de poncer ses pieds sur le tapis sans même pas. On sait pas si c'est le tapis qui se pense ou ses pieds en fait. Tu es en train d'amimer la bande du tapis. Extraordinaire. Bon, en tout cas, Conrad, 17 km/h pieds nus. Pour un gars qui vient de traverser l'Atlantique, franchement, Mathieu, respect. Je suis plus rapide à terre qu'en mer. Non, mais franchement, Non, l'autre sens. et en plus, t'as fait pas mal, comme t'as été assez bavard, t'as fait pas mal de temps à différents paliers. Donc au final, c'est un bel effort. Félicitations, Conrad. Bravo. Merci. Merci d'être venu dans Safe Pace, Conrad et Mathieu. C'était passionnant. On a appris plein de trucs. Merci ça nous a infiniment. donné envie de partir à l'aventure. Alors peut-être pas des trucs aussi extrêmes que vous, mais ça nous a donné, je pense, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent Avec Kylian. envie de partir à l'aventure avec l'espagnol, avec Kylian. Et je rappelle votre super docu qui s'appelle Convergence, qui retrace votre traversée de l'Atlantique. C'est disponible sur la plateforme Uptrack. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye, merci l'équipe. À bientôt, ciao. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.